Mes élèves, j'espère que vous avez bien révisé vos cours. On continue notre cours aujourd'hui avec une autre leçon, c'est le mouvement plan. Le but de la leçon, c'est quoi? C'est caractériser un mouvement plan. Appliquer la deuxième loi de Newton à l'étude de ce type de mouvement. Ce type de mouvement. Donc, et ceci par à travers des exemples, à travers des exemples très concrets. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Donc, principalement, on parlera de l'effet, le mouvement d'un projectile dans la pesanteur, qu'on va supposer constante, mouvement d'une charge, d'une particule chargée dans un champ électrostatique, et le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc notre leçon, ça sera divisé en trois parties. La première partie, tout de suite, on va l'attaquer, c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. Bien. On sait bien, dès le point commun, que la Terre, ou bien tout corps matériel, il crée un champ de gravitation autour de lui. Et que ce champ de gravitation, on peut l'assimiler avec une très bonne approximation au champ de pesanteur. Donc, et par suite, tout corps au voisinage de la Terre subit une force définie par le poids. Définie par le poids du corps qui est P égale à mg. Donc, tout corps matériel, au voisinage de la Terre subit l'effet du poids, qui est une force à distance répartie, définie par P égale à mg. Donc, aujourd'hui, on va étudier le mouvement d'un projectile. Qu'est-ce qu'on veut dire par un projectile? Un projectile est un corps matériel. Un projectile est un solide dense de forme aérodynamique de forme aérodynamique lancé au voisinage du sol, au voisinage du sol, avec une vitesse V0. Donc, comme on l'a vu hier sur la leçon de mouvement de chute verticale, aujourd'hui, on va traiter
une suite un petit peu de ce qu'on a dit dans le premier paragraphe de la leçon précédente. On va voir le mouvement de notre solide, c'est le vecteur vitesse initiale, n'est plus sur la même direction de vecteur de pesanteur G, mais il fait un angle alpha, c'est-à-dire que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, ne sont pas collinéaires. Si on applique la deuxième loi de Newton à notre projectile, on a quoi? Le solide, il est dense. Donc, on peut négliger la poussée d'Archimède. Il a une forme aérodynamique. On peut négliger les frottements de l'air. Donc, la seule force qui agit sur notre projectile, c'est le poids. Donc, d'après le PFD, ou bien la deuxième loi de Newton, principe fondamental de la dynamique, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, d'après le PFD, appliqué dans le référentiel terrestre supposé galiléen, on a P est égal à M à G. Donc, et pour étudier notre mouvement, on va choisir un repère défini par les axes X, Y et Z. Z est perpendiculaire au plan du tableau. Notre projectile, il peut être lancé à partir d'un point P de sol. Ce point-là, on va le prendre, par exemple, c'est l'origine de notre repère, avec un vecteur vitesse V0 qui sera orienté par rapport à l'horizontale d'un angle alpha, qu'on va appeler l'angle de tir. Bien, l'application du principe fondamental de la dynamique, qu'est-ce qu'il nous a donné? Ça nous permet d'écrire que, d'où on peut dire que le vecteur accélération, le centre de masse du projectile est égal au champ de pesanteur. Et par suite, on peut appeler le champ de pesanteur comme une accélération de pesanteur. Donc, on sait que AG, c'est quoi? Ce n'est que la dérivée première de vecteur vitesse de centre de masse. Donc, l'intégration de cette relation permet d'écrire que VG est égal à GT plus V0. V0 n'est pas collinéaire à G, donc le mouvement, c'est un mouvement plan. Donc, le mouvement du centre de G, centre de masse de projectile, est plan. Et donc, ce fait est dans le plan engendré par G et V0. Bien. Maintenant, caractériser un mouvement, c'est donner ses caractéristiques cinématiques. Trouver ces caractéristiques cinématiques, ça revient à faire des intégrations de vecteur accélération. Le vecteur accélération a été déterminé par l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, pour trouver les équations horaires de mouvement, les équations horaires du mouvement peuvent être déterminées par
par la méthode suivante. Donc, on va projeter la relation qui nous donne l'expression de vecteur accélération. Donc, dans le repère ROIJK, donc, dans le repère OIJK, supposé orthonormé, on a les composantes des vecteurs accélération de vecteur G, c'est quoi? AX, AY, AZ. AX. Faisons la projection de vecteur G, elle est vers le centre de la paire, elle est suivant la verticale. Donc, suivant X, elle est perpendiculaire à X, donc AX c'est 0. Elle est parallèle, mais dans le sens contraire à l'axe OY, donc c'est moins G. Et perpendiculaire à l'axe OZ, donc c'est 0. Utilisons la relation entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse du centre de masse, donc on aura, donc par intégration de la relation AG est égal à d de VG sur dt, on peut déduire, on a AG est égal à d de VG sur dt, d'où les composantes des vecteurs VG dans la base IJK seront Vx, Vy et Vz. Donc, Vx, c'est quoi? On peut se demander, se poser la question suivante. Quelle est la grandeur que je dois dériver pour avoir 0? Donc, AX, c'est la dérivée de Vx, c'est d de Vx sur dt. Donc, c'est une constante que je vais noter, c'est 1. Deuxième chose, pour trouver Vy, je peux me poser la question, quelle est la grandeur ou bien quelle est la fonction que je dois dériver pour avoir moins g? Donc, la réponse c'est que ça sera Vy, ça sera de la forme moins gt plus une constante c2. Et quelle est la grandeur qu'on peut dériver pour avoir 0? Donc AZ, c'est quoi? C'est la dérivée de Vz. Donc ça sera une constante C3. Donc, déjà, dans un premier plan, dans un premier temps très très important. Donc, on peut même ne pas s'intéresser de l'étude de mouvement suivant l'axe des Z. Puisqu'on a dit c'est le mouvement et les plans, il est dans le plan V0 et G. Donc, c'est dans le plan XY. Donc, par la suite, je ne veux pas m'intéresser à déterminer la composante de mouvement suivant l'axe du Z, puisqu'il n'y aura pas de mouvement suivant cet axe. Bien, pour déterminer les constantes C1, C2 et C3, la méthode est simple. Il faut voir les conditions initiales. A t est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? A t est égal à 0, on a Vg de t égale à 0, c'est V0. V0, je peux le décomposer dans ma base IJK sur la forme V0. Suivant l'axe des X, ça, je l'appelle V0X. Et suivant l'axe des Y, je l'appelle V0Y. Et suivant l'axe Z, il a une composante qui est nulle. Donc, ce sera V0 cos alpha I plus V0 sinus alpha J. Donc, pourquoi? Parce que
V hors X, c'est le côté adjacent, et V hors X, c'est le côté opposé si vous observez ce triangle-là, formé avec ces trois vecteurs. Bien. Et bien sûr, on peut ajouter sur le 0 K. D'où, si on remplace T par 0 dans cette équation, si on remplace T par 0 dans cette équation, qu'est-ce qu'on aura? D'où on aura C1. C'est quoi? C'est V0 cos alpha, par identification. Vous remplacez T par 0 ici, ça vous aurez, qu'est-ce qui va vous rester ici? C2. Donc, on est suivant le vecteur G, donc ça sera V0 sinus alpha. C2, ça sera V0 sin alpha. Et C3, si vous voulez, c'est 0. Donc, déjà, le mouvement, on a dit que le mouvement est dans le plan XY. Maintenant, déterminons le vecteur position O1. Déterminons le vecteur position O1. Donc, la relation entre le vecteur position O1 et le vecteur VG, elle est la suivante. Donc, on a VG, c'est quoi? C'est D de O, G sur DT. Vecteur position. Bien sûr, la dérivée est par rapport au repère A du tube. Donc, d'où le vecteur position OG est là. Pour coordonnées cartésiennes X, Y et Z, X, Y et Z s'obtiennent à partir des autres, des composantes de V par l'opération de l'intégration. Donc, par opération de l'intégration. Bien. Quelle est la fonction que je dois dériver pour avoir C1? Donc, ça sera C1, on connaît bien son expression déjà. À la fin, il faut juste remplacer. Donc, ça sera C1T plus une autre constante que je vais appeler par exemple C4. Comment trouver l'expression de Y? Donc, il faut intégrer cette expression. Donc, Y, ça sera de la forme moins 1 demi. G T au carré plus C de T plus une constante C5. Et Z, ça sera C3. C'est déjà C3, c'est quoi? C'est 0, donc ça sera un 0. C3, c'est 0, donc Z, ça sera un 0. Le mouvement, il est dans le plan XY. Bien. Maintenant, pour déterminer les constantes C4 et C5, c'est les conditions initiales. À T est égal à 0. OG, on va supposer que OG, c'est-à-dire notre projectile, je vais représenter un projectile par exemple de cette forme. Son centre de masse, G, coïncide à T est égal à 0 avec l'origine de notre repère. Donc, OG est égal au O. Donc, on suppose que G coïncide avec O à T égale à 0. C'est juste pour simplifier un petit peu nos équations. On suppose que G coïncide avec O à T égale à 0. Donc, c'est le vecteur nul. Donc, revenons sur l'expression de OG, les composantes de OG, ou bien les coordonnées de OG, et remplacer T par 0. Si je remplace T par 0 ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X est égal à C4. Et C4, ça sera X de O. Donc C4, ça sera X de O. Et X de O, ce n'est que 0. Et
je remplace t par 0 ici. Ça donne 0. Et qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester C5. C5 est égal à quoi? Ça doit être Y de point O, et qui est 0, parce que O, c'est l'origine de notre repère. O, c'est l'origine de notre repère. Donc, finalement, on arrive à la chose suivante. OG, le vecteur OG, vecteur position, apport coordonnées, x égale à quoi? C1, c'est quoi? C'est V0 cosinus alpha t. Y, c'est quoi? C'est moins 1,5 g t au carré plus V0 sinus alpha t. Et z, c'est 0. Voilà nos équations horaires. Donc, on peut remarquer une chose très importante. On peut retrouver ces équations-là facilement et rapidement. Regardez ici, AX, c'est quoi? C'est 0. Ça veut dire que le mouvement de G, suivant l'axe OX, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Regardons maintenant AY. C'est moins G, c'est une constante. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le mouvement de G suivant l'axe OY, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Et avec ces deux considérations-là, je peux écrire directement les expressions de x et de t. Donc, on sait bien les équations horaires d'un mouvement rectiligne uniforme et les équations horaires d'un mouvement rectiligne uniformément varié dès la première leçon. Donc, on peut exploiter ça pour trouver directement les expressions des équations horaires de mouvement. Une chose encore très intéressante, regardons quelle est la nature de la trajectoire de ce type de mouvement. Donc, nature de la trajectoire du mouvement. Donc, la nature de la trajectoire. La nature de la trajectoire de mouvement de G. Donc, comme on a vu dans la première leçon, lorsqu'on a évoqué la notion de trajectoire, l'équation de la trajectoire s'obtient facilement par élimination de temps entre les équations horaires. Donc, faisons par exemple, appelons l'équation qui donne les variations de x en fonction de t, on va la noter 1. L'équation qui donne les variations de y en fonction de t, on va l'appeler 2. Si on prend la relation 1, de la relation 1, on peut extraire facilement t. De 1, on a t égale à quoi? X sur V0 cos alpha. Remplaçons ce temps-là, ce temps, remplaçons-le dans la relation 2. Remplaçons dans 2. Donc ça donne quoi? Y, ça va me faire moins 1,5 G t au carré, ça sera x au carré V0 carré cos carré alpha plus V0 sin alpha fois x V0 cos alpha et plus 0, c'est 0. Donc, simplifiant cette équation, ça sera moins 1,5 G sur V0 carré cos carré alpha fois x au carré plus x tangente alpha plus x tangente alpha. Donc, bien, cette équation-là est de la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, c'est une équation d'une parabole.
Donc, j'ai décrit une parabole dans le plan X ou Y. Essayons de représenter cette parabole. Donc, voilà l'axe des Y, voilà l'axe des X. Notre trajectoire, elle est parabolique. Elle aura la forme suivante. Donc, elle présente une valeur maximale. Voilà. Et elle peut couper l'axe des X en deux points. Donc, ce point-là, qui est le point dont l'altitude est la plus grande par rapport au sol, par rapport à l'horizontale, je l'appelle le point S. Et ce point-là, je vais l'appeler le point P, donc vous allez voir un petit peu par la suite. Ces points-là, ils ont des caractéristiques très importantes. Ils caractérisent notre parabole. Ça, c'est le point de départ. Bien. Donc, déterminons les caractéristiques de notre parabole. C'est les coordonnées de point S et les coordonnées de point P. Donc, les caractéristiques de la trajectoire de la parabole. Bien. On va commencer par le sommet. Le sommet. S. Qu'est-ce que le sommet? On définit le sommet comme le point de la trajectoire le plus haut par rapport à l'horizontale. C'est le point de la trajectoire le plus haut par rapport à l'horizontale. Passons par le point de tir. Passons par O. Bien. Comment on peut déterminer ces coordonnées? On peut le faire de deux façons. Donc, la première façon, on va utiliser une propriété de vecteur vitesse. On peut essayer d'utiliser une propriété de vecteur vitesse. Cette propriété que le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire en chacun de ces points. Donc, regardons le vecteur vitesse de centre de masse de projectile lorsqu'il est en S. VG, donc VS, que je veux noter VS, il est comment? Il est horizontal, parce qu'on est à la valeur maximale. YS, ça représente le maximum de la trajectoire. En ce point-là, S, on a quoi? On a les composantes de vecteur vitesse. On peut les retrouver, on les avait déjà. Donc, regardez, je vous rappelle les composantes de vecteur vitesse. On a, dans le cas général, VG, c'est quoi? C'est Vx, qui est égal à V0 cos alpha. Vy, c'est quoi? C'est moins GT plus V0 sinus alpha. Bien. En S, qu'est-ce qu'on a? En S, on a VG et horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire VG horizontal? Ça veut dire
V y égale à 0. Il n'a pas de composante verticale. Vy est égal à 0. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Si on remplace dans l'expression, qu'est-ce que ça va donner si on remplace dans l'expression de Vy? Ça va donner moins gt plus V0 sinus alpha égale à 0. Ça veut dire quoi? T égale à quoi? C'est V0 sin alpha sur G. Qu'est-ce que ce temps-là? Donc c'est le temps de la montée. C'est le temps de la montée au sommet. C'est-à-dire que c'est le temps nécessaire au centre de masse pour qu'il atteigne sa valeur maximale sur sa trajectoire. Bien. S, c'est un point de la trajectoire. S, c'est un point de la trajectoire. Donc, on peut trouver ces coordonnées en remplaçant dans l'expression de vecteur position. Il faut juste remplacer T par ce qu'on vient de trouver. Donc, OS, donc les coordonnées, ou bien je peux dire les coordonnées de S sont XS, YS, à la place de T ici, je remplace par V0 sin alpha sur G. Et ici, à la place de T carré, je peux mettre sur V0 carré sin carré alpha sur G carré plus V0 sin alpha fois V0 sin alpha sur G. Et Z, bien sûr, ZS, c'est 0. Et bien sûr, GS, c'est 0. Donc, simplifions le calcul. Simplifions le calcul. Qu'est-ce que ça va donner? Ils donneront quoi? La première, XS. XS, ça sera quoi? Ça sera V0 carré cos alpha fois sin alpha sur G, que je peux écrire sous la forme utilisant une relation mathématique sinus 2 alpha. Ça va, c'est quoi? C'est du sin alpha cos alpha. Donc ça sera V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. YS. Ça va faire quoi ici? Simplifions ici. G carré avec G. Ça va donner G, donc ça va me donner moins G V0 carré sin carré alpha sur 2G plus V0 carré sinus carré alpha sur G. Donc, que je peux transformer facilement en quoi? G V0 carré sin carré alpha sur 2. Donc, le G, ça va se simplifier, pardon. Non, il n'y a pas G, pardon, G, V, là, non, sur G. Pardon, sur G ici. Sur G, sur 2G. Donc, ça donnerait V0 carré sinus carré alpha sur 2G moins V0 carré
sin carré alpha sur 2g plus V0 carré sin carré alpha sur g. Si vous réduisez le dénominateur, vous aurez V0 sinus carré alpha sur 2g. Et donc, on arrive à, finalement, aux coordonnées de S. C'est-à-dire, finalement, XS, c'est quoi? C'est V0 carré sinus 2 alpha sur 2g. Et YS, c'est quoi? C'est V0 carré sinus alpha, sinus carré alpha sur 2g. Bien. Ce résultat-là, on peut l'obtenir d'une autre façon, avec une autre considération. Je vais l'obtenir avec une autre considération. Je vous la montre tout de suite. Il faut utiliser une propriété mathématique que vous connaissez sur les fonctions. Une fonction, il est extrémale. Ça veut dire quoi? Si sa dérivée première, elle est nulle. Et maximale, ou bien minimale, ça dépend du signe de la seconde dérivée. Donc, ici, c'est très simple de montrer. Donc, S, c'est le sommet. Donc, c'est le point le plus haut par rapport à l'horizontale, par rapport au sol, par rapport au point de tir, à l'horizontale qui passe par le point de tir. Donc, S, c'est le maximum. Ça veut dire quoi? S, c'est la valeur maximale. Donc, autre méthode, c'est une remarque, détermination de XS autrement. C'est détermination de XS et YS autrement. Autrement, OS, ou bien le point S, correspond à la valeur au maximum. Maximum de la trajectoire. Donc, D de Y sur D de X pour X égale à XS, ça c'est l'équation de la trajectoire. Ça c'est l'équation de la trajectoire. C'est notre fonction qui m'intéresse. Je l'encadre maintenant pour que vous faites attention à cette expression. Donc, Y, c'est la valeur maximale. Ça veut dire quoi? Que la dérivée première de Y par rapport à X, si X est égal à XS, elle doit être égale à 0. Elle doit être égale à 0. Donc, maintenant, dérivons Y. Donc, d de Y par rapport à X. Dans le cas général, ça sera quoi? La constante, ça va rester à sa place. Donc, ça sera G V0 carré cos carré alpha. Le 2 avec le 2, ça va partir. Qu'est-ce qui va vous rester? X plus quoi? Tangente alpha. En S, j'aurai quoi? Moins GXS sur V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha égale à 0. Donc quoi? XS égale. Je ramène l'autre terme de l'autre côté. Donc j'aurai, ça sera quoi? Sinus. Tangente alpha, ça sera sinus alpha sur cos alpha fois V0 carré cos carré alpha sur G. Donc
simplifions un petit peu notre expression. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai quoi? J'aurai V0 carré sin alpha cos alpha sur G. Et utilisons le fait que sinus alpha fois cos alpha, ça sera sinus 2 alpha sur 2. Donc ça va faire V0 carré sinus 2 alpha sur 2G. Voilà, on retrouve la même expression. Regardez, on retrouve la même expression qu'avant. Comparer le résultat qu'on vient de trouver avec le résultat déjà trouvé. Donc, c'est V0 carré sinus alpha sur 2G. Bien, pour trouver YS, il faut remplacer dans l'expression de l'équation de la trajectoire. Donc, pour trouver YS, il se fait de remplacer XS dans l'équation de la trajectoire. Et si vous remplacez, qu'est-ce que vous aurez? Donc, si vous remplacez, vous aurez quoi? YS égale à ce qu'on vient de trouver, ça sera V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Bien. Donc, on a dit, pour trouver YS, il faut revenir à l'expression de l'équation de la trajectoire et remplacer x par xs et effectuer le calcul, on aura la valeur suivante, l'expression suivante. YS, c'est V0 carré sinus carré alpha sur G. Donc, comme on a déjà vu sur la trajectoire, regardez, on a un point où la trajectoire retombe sur le sol, où il va couper l'axe OX pour la deuxième fois. C'est ce qu'on appelle la portée. Donc, la portée, je vais parler de la portée de projectile. Donc, cette portée, c'est quoi? C'est la distance entre le point du tir et le point où il va retomber sur le sol. Donc, c'est la distance OP. Avec P, c'est quoi? Point où le projectile passe par OX. Il passe par l'axe horizontal OX, c'est-à-dire il retombe sur le sol. Bien, pour trouver les coordonnées de ce point-là, on va utiliser des considérations géométriques sur notre trajectoire. Bien, regardez. En P, qu'est-ce qu'on a? Voilà l'axe des Y, voilà l'axe des X. À quoi est égal Y en P? C'est nul, parce qu'il est sur l'axe des X. En P, on a. Donc je peux écrire en P, on a Y, P égale à 0. Donc, ce qui va me donner quoi? Moi, je reviens à l'expression de la trajectoire. Je reviens à l'expression de la trajectoire. Ça veut dire moins G sur 2 V0 carré cos carré alpha XP au carré plus XP tangente alpha égale à 0. Je factorise par XP, ça sera tangente alpha moins G sur 2V0 carré cos carré alpha XP.
égale à 0. Donc, la solution à cette équation, c'est quoi? On a xp différent de 0. On a xp est différent de 0. Donc, c'est ce terme-là qui est égal à 0. Donc, on aura xp, ça sera quoi? Ça sera tangente alpha que je vais mettre sous la forme sinus alpha sur cos alpha, fois 2v0 carré, cos carré alpha sur g. Donc, je peux simplifier par un cosinus alpha, ça va me faire C2 sin alpha, 2v0 carré, 2v0 carré, sin alpha, cos alpha, sur quoi? Sur G. Qui est égal à quoi? C'est V0 carré sinus 2 alpha sur G. Voilà la portée, voilà la distance OP. La distance OP est donnée par la relation suivante. Voilà la portée de notre projectile. C'est V0 carré sinus 2 alpha sur G. Donc, une remarque très importante à faire. Regardons x, s, regardons l'expression de xs avec xp. Il est très simple de voir que xp, c'est 2 fois xs. C'est le double de xs. Et on peut le remarquer ici. Voilà s, voilà xs, xp, c'est le double. On peut remarquer ça. Donc, remarque. Une remarque, la première des choses, on peut remarquer, on peut signaler, ça sera mieux, on peut signaler xp est égal à 2 fois xs. Une autre chose à remarquer, quand est-ce que la portée est maximale? Pour une vitesse V0 donnée, quand est-ce qu'on peut atteindre un point maximum, le plus loin possible? Donc, pour V0 fixe, regardez que xp il dépend de V0 et dépend de l'angle de tir. Pour V0 fixe, xp est maximal quand est-ce est maximal pour si sinus alpha, sinus 2 alpha égale à 1. Ça veut dire alpha est égal à pi sur 4. Et c'est un résultat très très important qu'on peut appliquer dans une science du sport. Le tir de poids, les champions qui pratiquent le tir de poids, ils connaissent bien ces propriétés. Regardez comment ils s'orientent sur la pelouse, sur le terrain, lorsqu'ils veulent tirer leur poids. Donc, la main droite, s'ils sont droitiers, et la main gauche parallèle à l'horizontale, et on essaie de tirer dans un angle de pi sur 4, de telle façon à exploiter la vitesse initiale de tir au maximum. Donc, pour alpha est égal à pi sur 4, on aura une portée maximale. Bien. Exercice d'application. Exercice d'application. Bien. Maintenant, regardons un exercice d'application. Sur cet exercice d'application, on vous demande quoi? Deux solides, S1 et S2, sont lancés en même instant dans le champ de pesanteur supposé une forme comme suit. D'un point A, situé à une hauteur H1 est égale à 6 mètres par rapport au sol, donc voilà le sol,
on tire un projectile S1 avec un vecteur vitesse horizontal tel que V1. Donc, ce faisant, voilà le vecteur vitesse V1. On va l'appeler V0. Avec une vecteur vitesse V0 est égal à 5 mètres par seconde. Au même instant, c'est-à-dire au même instant, d'un point B de coordonnées XB, c'est 4 mètres, YP égale à 6 mètres, on laisse tomber le solide S2 assimilé à un point matériel. On laisse tomber, c'est-à-dire son vitesse initiale. Donc, les questions qu'on me demande, la première, c'est de trouver l'équation de la trajectoire du centre de masse G du projectile dans le repère ROIJ. Question 2, même question pour le solide S2. Et une troisième question, on vous demande est-ce que les deux solides S1 et S2 se croisent-ils? Donc, pour répondre à notre exercice, on va essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir. On va essayer d'appliquer juste notre cours et nos connaissances qu'on a avant. Donc, la première question, la réponse à la première question. Donc, la correction. Correction. Donc, on suppose que le référentiel terrestre est Galilée. Donc, la deuxième loi, d'après la deuxième loi de Newton appliquée à SA, c'est-à-dire au projectile. Qu'est-ce qu'on a? On a la seule force qui agit, c'est P est égal à MAG. La seule force qui est appliquée sur le projectile, c'est quoi? C'est l'effet de son poids. Bien. Or, on sait que P, c'est quoi? C'est mg. Donc, AG est égal à G. Donc, projetons cette relation dans la base orthonormée IJ. Le mouvement, il est dans le plan X ou Y. Donc, on aura AG. Et là, comme composante, AX, AY, AX. Pour trouver AX, il faut projeter le vecteur champ de pesanteur, G. Et il est vertical. Donc, il est perpendiculaire à l'axe des X. Donc, AX est égal à 0. Suivant l'axe des Y, il est dans le sens contraire que le vecteur unitaire J. Donc, c'est moins G. Regardez, une chose remarquable qu'on a déjà dit dans notre cours, AX, c'est 0. Ça permet de dire quoi? Que le mouvement, il est comment? Rectiligne, uniforme, suivant l'axe X. Donc, d'où je peux déduire que le mouvement de G est rectiligne, uniforme, suivant OX. Donc, son équation horaire est x est égal à quoi? X de t, c'est V0 x de t plus x0.
Donc, bien, à t est égal à 0, on a V de solide S1, c'est V de t est égal à 0, c'est V0. Et c'est V0I. Et quoi d'autre? G et G est en A. Ça veut dire quoi? Que X, G, c'est pour t est égal à 0. XG pour t est égal à 0, c'est X de A. C'est X de A. Et qui est égal à quoi? Le point A, il est sur l'axe des Y. Donc c'est 0. D'où, qu'est-ce qu'on peut tirer? D'où on aura V0x, c'est V0, et X0, c'est 0. Donc, X est égal à quoi? X en fonction de t, ça sera, c'est V0t. Voilà la première équation horaire de notre mouvement. Maintenant, cherchons l'équation horaire suivant l'axe OY. Bien, l'accélération suivant l'axe OY, il est constante. Donc le mouvement, il est comment? Rectiligne, uniformément varié. Le mouvement de G est rectiligne, uniformément varié, suivant OY. Donc pourquoi? Parce qu'on a Y est égal à une constante et on n'a pas de composante de vitesse suivant l'axe des Y. Bien. Donc, Y, c'est quoi? Ça sera quoi? 1 demi AY t au carré plus V0YT plus Y0. Donc, pour déterminer V0Y et Y0, on va utiliser les conditions initiales. À t est égal à 0, on a V, Y, on a V0, V de t égale à 0, c'est V0i plus 0j. Ce qui va nous donner que V0y égale à 0. Et OG pour t est égal à 0, c'est quoi? C'est OA, parce que notre solide il est en A. Ça veut dire Y0, c'est YA, c'est quoi YA? D'après notre énoncé, c'est H. C'est H qui est égal à 6 mètres. Qui est égal à 6 mètres. Donc Y de t, c'est quoi? Ça sera moins 1 demi g t au carré. À y, c'est quoi? C'est moins g t au carré. Plus h, ça veut dire plus 6. Et ça, c'est en mètres. Et ça, c'est en mètres. Bien, que je peux écrire, qu'on peut écrire, si on remplace V0 ici par sa valeur, ça sera 5t en mètres. Maintenant, on va essayer de déterminer la trajectoire. Donc les équations horaires obtenues, les équations horaires du mouvement de G sont X égale à 5t, Y égale à quoi? Moins 1 demi G t au carré plus 6. Je peux même simplifier en considérant, si je donne G par exemple, c'est 10 pour simplifier, mètres secondes moins 2, c'est
Si on prend g est égal à 10 mètres secondes moins 2, donc je vais écrire mon équation, ça sera moins 5t au carré plus 6. Ça, c'est mon équation horaire, ça, c'est mon équation horaire suivant l'axe des Y. Bien. Voilà les équations horaires. Pour trouver l'équation de la trajectoire de centre de masse de projectile, il suffit d'éliminer le temps entre les équations horaires. Appelons ça 1, 2. 1, qu'est-ce qu'il va nous donner? T est égal à quoi? C'est x sur 5. Remplaçons dans y. Et on obtient l'équation de la trajectoire, ça sera moins 5 x au carré sur 5 au carré plus 6 qui sera égal moins x au carré sur 5 plus 6. Voilà l'équation de la trajectoire de notre projectile. Donc pour le projectile, voilà notre équation. Ça, donc ça, c'est pour le projectile. Et pour faire une petite, pour éviter une certaine confusion, on peut indexer ça, par exemple, pour dire, on va dire A1, l'accélération A1, ça sera V1, ça sera X1, ça sera X1, Y1, c'est par rapport au solide 1. Donc, ça sera par rapport au solide 1. Pour éviter, pour faire éviter la confusion avec notre solide lorsqu'on va étudier le deuxième cas. Maintenant, regardons 2. Donc, Y1, 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 X1, Y1. J'ai indexé mes équations horaires pour distinguer ces équations-là des équations de S2 lorsqu'on va les trouver. Donc maintenant 2. Pour le solide S2. Toujours, on va appliquer la deuxième loi de Newton. On doit appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, pour ce solide, la seule force qu'il subit, ça sera son poids. Je vais la noter P2, qui sera égal à quoi? M2 à G2. Et puisqu'on a dit que le solide S2 peut être considéré comme un poids matériel, je peux écrire tout simplement M2 à 2. Donc, remplaçons P par son expression, ça nous permet d'arriver au résultat. Donc, c'est très simple de voir que A2 égale à quoi? Égale à G. Donc, notre solide S2, est-ce qu'il a une vitesse initiale? Regardez bien l'énoncé, revoir l'énoncé. Donc, il est abandonné à lui-même. Abandonné, ça veut dire qu'il n'a pas de vitesse initiale. Donc, notre solide S2 et son vitesse initiale et son vecteur accélération, c'est constant, puisque le champ de pesanteur est supposé uniforme. Donc, on peut dire que notre solide S2 est en mouvement de chute libre. Donc, S2 est en mouvement de chute libre. C'est ce qu'on a vu dans la leçon précédente. Pourquoi? Parce que A2, elle est égale à une constante et la vitesse initiale de notre solide, elle est égale à 0. Et V0 de S2 égale vecteur nul. Bien. Directement, on va utiliser un résultat qu'on connaît.
l'équation horaire d'un mouvement en chute libre. Donc, les équations horaires de S2 seront, les équations horaires sont quoi? X2 et Y2. Le point S2, il est lancé à partir d'un point B. On vient de démontrer que ce mouvement, c'est un mouvement de chute libre. Et donc, c'est un mouvement rectiligne. Donc, c'est un mouvement de chute libre. Et se fait dans cette direction. Donc, la valeur de X2, c'est toujours une constante. X2, c'est X02. C'est X2. Portée est égale à 0. Et c'est XP qui est égal à la valeur déjà donnée. Eh bien, et Y2, ça sera quoi? C'est mouvement de chute libre, c'est moins 1,5 G T au carré. Est-ce qu'il n'a pas de vitesse initiale? Il n'a pas de vitesse initiale, oui. Et elle est lancée à partir de B. Donc, plus H. Donc, les équations horaires de S2 sont X2 est égal à X2 à l'instant T est égal à 0 parce que c'est un mouvement rectiligne, suivant la direction verticale qui passe par B. Et Y2, ça s'écrit, c'est un mouvement rectiligne uniforme varié selon cette direction, c'est moins 1,5 GT au carré plus V0. Y, il n'y a pas de composante, il n'y a pas de vitesse initiale, donc plus H. Donc, ce que je peux remplacer, donc ça sera X2 égale à quoi? X2 de T, c'est XB, et XB, c'est 4 mètres. Et Y2, je remplace G par sa valeur, donc ça va faire moins 5T au carré, plus H, c'est 6. Voilà mes équations horaires. Voilà mes équations horaires. Bien. Donc, la trajectoire ici, on a dit c'est un mouvement de chute libre. Mouvement de chute libre, c'est-à-dire c'est un mouvement rectiligne. La trajectoire, c'est une droite. C'est la droite. Donc la droite, la trajectoire de S2, c'est la verticale qui passe par B, par le point B. Et pour la dernière question, on vous demande, est-ce que les deux solides peuvent se croiser? Est-ce qu'ils se croisent? Est-ce que les deux trajectoires peuvent se couper à un instant donné? Donc, pour répondre à cette question-là, c'est très simple. On va supposer que les deux solides se croisent. Donc, supposons si S1 et S2 se croisent, alors, nous aurons quoi? Les équations horaires de S1, X1 de T est égal à X2 de T. Et Y1 de T sera égal à Y2 de T. Ça veut dire quoi? On remplace chacune des équations horaires des deux solides par les formes qu'on a trouvées. Ça veut dire quoi? 5T égale à quoi? À 4. Et l'autre, ça sera, on trouvera la même chose. Donc, moins 5T au carré plus 6 est égal à moins 5T au carré plus 6. Donc, appelons cette relation A et cette relation B.
appelons ces deux relations-là A et B. Donc, elle est très simple de regarder que A permet d'écrire que T égale à quoi? C'est 4 sur 5. Donc, c'est une solution acceptablement physique et positive. Donc, 4 sur 5 secondes, donc c'est 0,8. Donc, c'est 0,8 secondes. 0,4 divisé par... Pardon. 4 divisé par 5. C'est 0,8 secondes. Donc, après 0,8 secondes que le mouvement des deux solides sont démarrés, on aura une rencontre. On aura une collision entre les deux solides. Donc, c'est possible. Donc ici, puisque T est positif, on peut dire que les deux solides se rencontrent. Donc S1 et S2 se rencontrent à l'instant. T égale à 0,8 secondes au point M de coordonnées X, Y, je peux au point C de coordonnées XC, YC. Pour trouver la valeur de XC et de YC, il faut remplacer dans l'une des équations horaires des deux solides. Donc, X, ça sera 4 mètres, et Y, ça sera quoi? Moins 5, multiplié par 0,8 au carré, plus 6, ça va faire 2,8 mètres. Ça va faire 2,8 mètres. Donc, au point C de la trajectoire de coordonnées 4, 2,8 mètres, il y aura croisement des deux solides. On peut chercher les vitesses des deux solides à cet instant-là. À cet instant, S1 a pour vecteur vitesse V1 de composante. Pour trouver le composant de V1, il suffit de remplacer ce qu'on a trouvé. Donc, ça sera V1, V1x, ça sera V0, c'est déjà donné, c'est 5 mètres par seconde. Et V1y, ça sera moins 5. Et donc, ça sera moins 5t. Et ça sera quoi? 5 multiplié par 0,8. C'est 4 mètres seconde moins 1. Moins 4. Donc, et pour V2, on fera de la même façon. Et pour S2, vous allez revenir à l'expression de V2. Et pour S2, on fera de même. Essayez de me trouver les composantes de vecteur vitesse V2 au point C. Ça, c'est au point C. Au point C. Un petit exercice. Trouvez-moi V2x, V2y de solide S2 au point C, c'est-à-dire à l'instant de leur rencontre. Donc, merci pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.